Alors bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les inhibiteurs calciques. Alors en guise d'introduction, il faut dire que le concept de l'antagonisme calcique a été introduit à la fin des années 50 par deux chercheurs, Fleckstein et Gottfried. En fait, les anticalciques ou les inhibiteurs calciques ou les antagonistes calciques sont des substances qui agissent tout simplement en diminuant l'entrée du calcium dans les cellules. Alors ces antagonistes constituent un groupe de médicaments très hétérogènes sur le plan chimique. Ils appartiennent à trois classes chimiques différentes. Ils sont indiqués essentiellement dans l'angine de poitrine ou angor, l'hypertension artérielle, les arythmies et bien entendu toutes les cardiomyopathies hypertrophiques, y compris l'insuffisance cardiaque congestive. Alors concernant les principaux produits, il faut dire qu'il existe plusieurs classifications des inhibiteurs calciques. La plus connue est celle de l'Organisation mondiale de la santé qui date de 1987 et qui distingue les antagonistes calciques sélectifs pour les canaux lents et bien sûr ceux qui sont non sélectifs. Bien entendu, dans ce cours, on ne va traiter que les anticalciques sélectifs pour les canaux lents. Alors le premier antagoniste calcique est le verapamil. Alors le verapamil appartient à une série qu'on appelle les phényléthylamines. Donc on remarque la présence de droite à gauche d'un noyau phényl qui porte bien entendu 2 méthoxy. Ce noyau auquel fait suite 2 carbones, donc c'est un phényléthyle, et puis juste après une fonction amine, donc c'est une phényléthylamine ou phénylalkylamine. Cette substance possède bien entendu un carbone asymétrique, donc c'est un dérivé qui est optiquement actif, et l'isomère lévogir est le plus actif. D'ailleurs, c'est un produit qui est très fortement lié aux protéines plasmatiques, et donc le verapamil peut donner naissance à plusieurs interactions médicamenteuses lorsqu'il est associé à d'autres médicaments. Alors, bien entendu, ce médicament est commercialisé sous le nom d'Isoptine. Au Maroc, il existe d'autres génériques comme le Fibrocard. C'est un produit qui est utilisé comme anti-hypertenseur, mais aussi comme anti-arythmique, souvent associé aux digitaliques, qui sont des médicaments utilisés dans l'insuffisance cardiaque, puisque le verapamil possède bien sûr un effet inotrope positif, c'est-à-dire qu'il va augmenter bien sûr l'inotropisme cardiaque et donc la contractilité cardiaque d'une manière indirecte. Donc il a un effet inotrope positif qu'on peut mettre à profit dans l'insuffisance cardiaque. Alors, le verapamil peut donner certains effets secondaires digestifs, mais bien entendu, il est généralement contre-indiqué dans le cas d'une insuffisance cardiaque très très sévère, surtout en monothérapie. Mais généralement, on peut l'utiliser, bien sûr, dans cette indication lorsque l'insuffisance cardiaque est légère, et dans ce cas-là, il est associé au digitalique. Alors le deuxième groupe d'anticalciques, ce sont les déhydro-1,4-pyridines. Bien sûr, la
la structure est une structure pyridine et l'azote, bien sûr, porte le numéro 1 et la numérotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en position 2, vous avez un radical R1, en position 3, vous avez un ester, et en position 4, vous avez un phényl qui peut porter, bien sûr, un radical différent. Alors, la synthèse, bien sûr, de ces dérivés dihydro-1,4-pyridine se fait généralement à partir de la benzaldéhyde, qui va, bien sûr, une benzaldéhyde convenablement substituée, qui va se condenser, bien sûr, sur l'acétylacétate d'éthyle. Et bien entendu, il va y avoir une hydratation suivie d'une déshydratation du produit obtenu. Tout cela se passe en milieu basique. Et bien entendu, la condensation avec l'ammoniac, suivie d'une cyclisation suite à une déshydratation, conduit à ce noyau 1,4-dihydropyridine. Alors, il faut noter que sur le plan de la relation structure-activité, le cycle 1,4-dihydropyridine est essentiel à l'activité anticalcique. Le cycle benzénique peut être substitué en position 4 et généralement il doit être substitué en 2 ou bien en 3 par un élément électroattracteur. Alors, les deux fonctions ester en position 3 et en position 5 sont généralement essentielles et leur asymétrie augmente l'activité. Alors, sur le cycle benzénique en position 4, la substitution en ortho elle est supérieure du point de vue activité par rapport à la substitution en position méta ou bien encore à la substitution en position para. Bien entendu, les carbonyles des fonctions ester en position 3 et 5 sont généralement des esters qui sont en position 6 par rapport aux deux doubles liaisons, notamment la double liaison en position 2, 3. Alors leur chef de file s'appelle l'anifidipine, commercialisé sous le nom d'adalate, des comprimés à 10 à 20. Il y a même la forme sublinguale. C'est un médicament utilisé bien sûr comme anti-angoreux, mais aussi comme anti-hypertenseur. Et bien entendu, c'est un véritable chef de file commercialisé en 1980. C'est un médicament utilisable en urgence par voie perlinguale ou sublinguale, mais bon, c'est un produit tératogène chez l'animal et généralement contre-indiqué en cas de grossesse. Alors le deuxième produit est la nicardipine, commercialisée sous le nom de Loxène, 20 mg, Loxène LP, 50 mg en injectable. Alors c'est un médicament qui est beaucoup plus encombré en position 3. Et de ce fait, la nicardipine n'est pas utilisée comme anti-angoreux, elle est utilisée plutôt comme anti-hypertenseur, bien sûr majeur. Et c'est un produit qui permet de réaliser la stabilité hémodynamique chez les malades. D'ailleurs, tous les malades hypertendus qui doivent subir une intervention chirurgicale doivent passer sous ce produit, bien sûr 2 ou 3 jours avant l'acte et 2 à 3 jours après l'acte, en attendant bien sûr de revenir à leur produit de départ. Donc c'est un médicament très utilisé dans le cas de rechange avant anesthésie. Après la nicardipine, vous avez la lacidipine, le lacipil. C'est un médicament qui est surtout substitué en position ortho sur le phényl en position 4. Et donc c'est un produit qui est très très stable et qui a une demi-vie assez longue.
Il existe en comprimé à 2 et 4 mg. C'est un véritable antihypertenseur majeur. Alors on arrive à l'amlodipine. Alors l'amlodipine, c'est un médicament qui porte une fonction amine en position 2 et un groupe HOMO électroattracteur en position ortho sur le cycle benzénique en position 4. Ce qui fait que c'est un médicament très largement utilisé. C'est un petit peu, je dirais, l'anticalcique le plus prescrit à travers le monde. Le médicament principal s'appelle l'Amlor et vous avez d'autres combinaisons, d'autres génériques. Alors il peut être associé à des hypocholestérolémiants comme la torvastatine, dont Amlor+. Donc, Amlor+, c'est un médicament qui contient l'amlodipine antihypertenseur plus un hypocholestérolémiant pour limiter les effets de l'athérosclérose, facteur bien sûr de risque chez le malade cardiovasculaire. Il peut être associé à des ARA2, c'est-à-dire à des inhibiteurs de l'angiotensine 2, comme le valsartan dans le Exforge, ou encore il peut être associé d'une manière synergique avec le peranopril, qui est un IEC, dans le Coveram, juste pour augmenter la puissance de l'action anti-hypertensive. Alors, les autres représentants de cette classe des dihydropyridines, vous avez l'isradipine commercialisée sous le nom d'Icaz. Donc, vous notez la présence d'un noyau, bien sûr, oxadiazine associé à ce phényl en position 4, ce qui fait que c'est un produit qui a une demi-vie très très longue et donc on peut se permettre une seule prise par jour. L'isradipine est surtout utilisé comme anti-hypertenseur. Alors on arrive maintenant à la nimodipine. Alors la nimodipine, même si la substitution sur le phényl en position 4 est en position méta, mais c'est un médicament qui présente deux fonctions ester un petit peu atypiques en position 3 et en position 5, ce qui fait que c'est un médicament qui a un tropisme cérébral et c'est un médicament majeur dans la prévention des déficits neurologiques et dans le cas bien sûr les déficits neurologiques essentiellement ischémiques sévères et dans le cas des décès par vasospasme des artères suite à certaines hémorragies bien sûr méningiques. Alors c'est un produit très utilisé en neurochirurgie et peu utilisé comme médicament anti-hypertenseur. Alors on arrive maintenant à d'autres représentants de cette série. Vous trouverez la nitrandépine, l'hyperdine. C'est un produit qui revient à la structure classique des dihydropyridines. C'est un antihypertenseur majeur. Et sur le marché marocain, vous trouverez d'autres produits comme la manidipine commercialisée sous le nom d'hypertène, comprimée à 20 mg. Vous remarquez en position 3, bien sûr, l'encombrement par la présence d'une fonction pépérazine sur la fonction ester. C'est un produit à demi-vie très longue, une seule prise par jour. C'est un antihypertenseur majeur. Les autres représentants de cette série, vous trouverez le lercanidipine, le zanidip. Alors le lercanidipine, c'est un produit qui ressemble au précédent, antihypertenseur, bien sûr, majeur, pour lequel on peut se contenter d'une seule prise par jour. La phélodépine ou Flodil, alors c'est un produit qui est caractérisé par la présence de deux chlores en position ortho et méta sur le phényl en position 4. Médicament à demi-vie très longue, c'est un antihypertenseur majeur. Alors après les dérivés de la phényléthylamine et les dérivés de la 1,4-dihydropyridine, vous trouverez le diltiazème. Alors le diltiazème, c'est une 1,5-benzothiazépine. Donc vous remarquez la présence d'un noyau benzène associé à un benzothiazépine, un noyau A7, avec présence d'un soufre et d'un azote. On note bien sûr la présence de deux carbones bien sûr asymétriques, donc présence de 4 isomères. Et c'est le dérivé dextrogir en position 6
qui est le plus actif, c'est l'isomère le plus actif. Le diltiazem est commercialisé sous le nom de Tildiel, il existe en libération prolongée, beaucoup de génériques au Maroc. C'est un anticalcique anti-arythmique, mais surtout utilisé comme vasodilatateur coronarien, essentiellement. Alors maintenant, qu'en est-il du mécanisme d'action? Il faut savoir que les variations du taux de calcium dans le cytosol, essentiellement cardiaque, jouent un rôle primordial dans les phénomènes d'excitation et de contraction et de relaxation musculaire. Alors, bien sûr, pour que la contraction se déclenche, il faut que le taux de calcium intracellulaire augmente rapidement à la suite de l'ouverture de canaux calciques. Bien sûr, il existe différents types de canaux. Les plus connus, ce sont les canaux VOC, c'est-à-dire Voltage Operated Channel, c'est des canaux voltage dépendants. Et c'est des canaux voltage dépendants, et on a trois types, les L, les N et les T. Alors, le phénomène de repos est secondaire au départ de calcium à partir du cytosol. Et lorsque la concentration intracellulaire en calcium est faible, elle est pratiquement de 10 000 fois moins celle qu'à l'échelle extracellulaire. Donc la concentration du calcium au niveau intracellulaire est beaucoup plus faible. Et donc une fois, bien sûr, le calcium il rentre par ces canaux, bien entendu, dans ce cas-là, il va y avoir une contraction. Alors, il existe donc différents types de canaux, et donc ces inhibiteurs calciques, ils vont tout simplement bloquer ces canaux operated channel, c'est-à-dire voltage dépendant. Alors, bien entendu, il faut savoir que sur le plan des propriétés pharmacologiques, tous les anticalciques possèdent un effet DIPS négatif, c'est-à-dire un effet dromotrope, inotrope, batmotrope et chronotrope négatif, sauf les pyridines, les dihydropyridines, qui eux ont un effet inotrope positif indirect, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter la contraction cardiaque par cet effet inotrope positif indirect. Alors, les dihydropyridines, bien sûr, ils ont une action beaucoup plus vasculaire que cardiaque, c'est-à-dire qu'ils agissent beaucoup plus sur les vaisseaux que sur le cœur, alors que le verapamil, qui est une phényléthylamine, agit préférentiellement, bien sûr, sur le cœur. Il reste le diltiazem, lui, il a une action intermédiaire entre le système vasculaire et le système cardiaque. Bien entendu, parmi les autres propriétés pharmacologiques qu'il faut retenir, c'est que c'est des médicaments qui peuvent bien sûr donner une bradycardie. C'est normal, une action bradycardisante qu'il ne faut jamais associer à l'effet bradycardisant des bêta-bloquants. C'est vrai que ça va diminuer la consommation en oxygène, mais ça peut mener à un bloc auriculo-ventriculaire, sauf peut-être pour les pyridines, puisque les dihydropyridines ont un effet inotrope positif. Parmi les autres propriétés pharmacologiques de ces médicaments, c'est que en donnant des bradycardies, ils peuvent aussi aboutir à ce que l'on appelle la tachycardie réflexe, c'est-à-dire que l'organisme va essayer de contrecarrer cette bradycardie en réalisant une tachycardie réflexe, ce qui peut être nocif pour les malades qui sont instables sur le plan hémodynamique. Alors maintenant, sur le plan des indications thérapeutiques, les anticalciques sont utilisés dans l'angor, dans l'infarctus du myocarde, en améliorant pratiquement 90% des patients. Ils sont utilisés en première intention dans l'hypertension artérielle, bien sûr avec plusieurs possibilités d'association avec les autres antihypertenseurs. Ils sont indiqués aussi dans les troubles de rythme comme anti-arythmiques, c'est le cas du verapamil.
et le diltiazème. Je rappelle que le verapamil et le diltiazème font partie de la classe 4 des antiarythmiques selon la classification de Vaughan-Williams. Et souvent, ils sont utilisés comme antiarythmiques, notamment dans ce qu'on appelle les tachycardies paroxystiques supraventriculaires. Alors, je rappelle que la nimodipine est préventif dans le cas des spasmes artériels cérébraux consécutifs à une hémorragie méningée. Alors, actuellement, il y a un grand engouement pour ces substances. Actuellement, on a même démontré que pour le verapamil, il peut être utilisé comme adjuvant dans les cancers, dans certains cancers, puisque le verapamil agit sur une protéine qu'on appelle la GP170, qui est impliquée bien sûr dans l'entretien des phénomènes tumoraux. Bien sûr, on peut les indiquer dans l'insuffisance cardiaque essentiellement pour les dihydropyridines à cause de leur effet inotropositif, sauf le verapamil qui lui n'a pas bien sûr d'effet inotrope positif. Bien sûr, on peut les indiquer aussi dans le phénomène de Raynaud par effet vasodilatateur que possèdent ces substances. Ils peuvent contrecarrer l'ischémie des membres qui caractérise ce phénomène de Raynaud, bien entendu. Alors, le principal effet secondaire de ces substances qui impose, je le dis et je le répète, qui impose l'arrêt du traitement, ce sont les œdèmes des chevilles. Alors, tout malade qui prend les anticalciques et qui présente des œdèmes de cheville, normalement, il doit arrêter le médicament. Ajoutons à cela les troubles de rythme qui peuvent être secondaires à la prise de ces anticalciques. Donc il faut qu'il y ait un suivi cardiologique très rapproché. Je rappelle aussi que le diltiazème est tératogène avec les dihydropyridines. Donc les dihydropyridines et le diltiazème sont tératogènes. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Pour les troubles de rythme, c'est surtout le verapamil qui peut causer ces troubles de rythme puisqu'il est pro-arythmogène. Et donc, il faut faire attention avec ce produit. Et sur ce, je vous remercie.